J'ai un peu de mal avec les séries. Enfin non, j'adore les séries. Elles viennent de plus en plus concurrencer le cinéma et je dois admettre que ça fait plaisir de voir ce bond de qualité. Mais voilà, j'ai du mal aujourd'hui à démarrer de nouvelles séries quand je vois qu'elles peuvent faire 18 saisons avec 25 épisodes, que je dois rattraper d'autres séries spin-off pour comprendre tout l'univers, et quand je vois que je peux parfois regarder une série de 20h jusqu'à 4h du matin, j'ai l'impression qu'elles aspirent ma force vitale, et ça me rend fou. On me dirait que tu cherches les embrouilles aussi. Il est toujours pas là l'autre con? Nope. D'accord. Par contre, pour filmer, faut enlever le cache, hein. Oh, pardon. Attends, mais comment ça filme depuis tout à l'heure? On va dire que je suis plus friand du format mini-série, comme par exemple Tchernobyl, qui est une de mes séries préférées. Et qui n'a absolument rien à voir avec le sujet du jour. Donc je fais encore une énorme digression. Question. Et il m'arrive souvent de commencer des séries, mais sans jamais réussir à les finir. Soit parce que c'est trop long, soit parce que j'ai pas envie qu'elle se termine, ou sinon parce qu'elle prend une direction radicale. Ah! C'est lui qui doit pleurer, espèce d'idiot, pas moi! Et la série du jour cumule les trois. Et c'est pourtant une de mes séries préférées. Archer est une série d'animation d'espionnage Qui n'est pas dingue. Oh, prends pas la conf toi, hein. diffusée aux États-Unis de 2009 à 2023 avec au compteur plus de 14 saisons. Combien? On peut sans trop se mouiller dire que c'est une série culte aux États-Unis avec son style d'animation unique et cette envie constante de se renouveler. Et on pourrait presque la rapprocher d'une série d'anthologie, avec des saisons qui sortent de l'histoire principale, avec les saisons Archer Vice, Dreamland, Danger Island, 1999 et le final, Into the Cold. La série d'Adam Reed a été créée suite à l'annulation de sa première création, Frisky Dingo. On peut voir les prémices du style graphique d'Archer. Et heureusement qu'il y a eu un gap graphique entre les deux parce qu'on a l'impression que Frisky Dingo a été animé sur Paint ou par Dingo Pictures. Ah non, 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 non. Oh non, pas eux. Non, non, non. En termes d'inspiration, on peut parler de l'esthétique de Mad Men, des comics de Jack Kirby, des Pulp Magazine ou de la Panthère Rose. Les dessins animés? Non, les films des années 60. Mais il y a eu des films La Panthère Rose? Bah oui, les comédies d'espionnage. Et depuis quand La Panthère Rose c'est une espionne? Non mais la panthère rose, c'est un diamant. Mais non, c'est un animal. Tu me saoules, d'accord? Merde! Au niveau de la narration et de l'humour, on retrouve du OSS 117 et bien sûr du James Bond. J'aime pas trop qu'on me compare à cette caricature d'agent secret, mais oui, on peut dire ça. Et quand j'y pense, je trouve qu'on parle pas assez de cette série en France. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus massif, avec des vidéos analyses, théories et essais sur l'univers. C'est dommage que la série ne soit pas plus connue dans nos contrées, alors que c'est une petite pépite bien barrée et loufoque. Et je trouve ça dingue qu'elle ait pu survivre aussi longtemps face à la montée des séries animées pour adultes. Donc on va aller voir ce qui a fait le fruit de son succès. Le premier épisode commence sur les chapeaux de roue, en nous plongeant dans une scène de torture plutôt musclée. Au prix du KGB, l'agent secret Sterling Archer s'apprête à se faire électrocuter. Sterling Archer. Nom de code, Duchesse. C'est pas un nom de code ça, hein. Sterling Archer fait partie de l'ISIS. Oui, ils ont changé le nom plus tard. Une agence d'espionnage américaine dirigée par sa maman chérie, qui l'aime de tout son cœur. C'est vrai ou c'est du sarcasme? Les deux. Bravo, tu as gagné. Voici Mallory Archer, patronne de l'ISIS, entretient une relation secrète avec le patron du KGB et est victime d'alcoolisme notoire. Elle dirige l'agence avec bienveillance, ouverture et générosité. Pourriez-vous tous les deux imaginer de vous taire? Et c'est étrange parce qu'elle me fait beaucoup penser à la mère dans Arrested Development, mais je sais pas pourquoi. C'est la même actrice. C'est la même actrice. Preuve en est que c'est elle qui prend les rênes de l'interrogatoire, qui était en fait une simulation pour Archer. Totalement nonchalant et impassible face à l'exercice. Alors pas forcément par rapport à son immense talent, mais plutôt pour son assurance démesurément infantile. Et là j'ai juste trois choses à dire. Déjà cette photo qui hante mes cauchemars, ensuite cette réplique qui me paraît très paradoxale. Connu de Berlin jusqu'à Bangkok, comme étant l'espion le plus dangereux du monde. C'est vous, James Bond, l'agent secret le plus célèbre du monde. Pas plus tellement secret apparemment. Et surtout, bah... la VF est meilleure que la VO. Bah, qu'est-ce que t'as? Bah, regarde. La VF est meilleure que la VO. Oh putain. J'ai découvert la série en VF et je trouve qu'en termes de casting, c'est juste parfait. Presque tous les plus célèbres comédiens et comédiennes spécialisés dans le doublage sont passés par la série, et les voix sont toutes cohérentes et bien interprétées. Après, c'est sûr que d'avoir regardé la série en VO après, ça a joué dans ma préférence, et les deux styles de jeu sont différents. Mais globalement, la version française est beaucoup plus efficace en termes d'acting et de rythme. Et pour ça, on va comparer. Voilà ce qui m'amène. Je veux avoir accès au logiciel qui gère mon compte bancaire et tu m'empêches d'y accéder. Je peux employer la manière douce ou sinon la manière forte. So here's the thing. I need to access my operations account, and you're preventing that. Now we can do this easy, or we can do it hard. En version originale, j'ai l'impression d'entendre un Archer complètement con et infantile, ce qui est totalement le personnage. Mais en version française, il y a un côté plus charmeur et rock qui apporte beaucoup plus de contraste et d'ambivalence.
Et je trouve que Adrien Antoine est beaucoup plus pertinent. Ouais, mais il y a plein de blagues qu'on perd au passage avec la traduction, donc c'est pas si ouf. Ça sent la petite fille qui se néglige. Ça doit venir de vos doigts. Non, rien. Mais... On se verra plus tard. Smells like a whorehouse in here. Okay, your own fingers. Nothing. Johnny Bench called. Mais c'est qui encore ce mec? Après cette petite séquence qui nous pose l'ambiance, et après un générique qui, j'avoue, pète la classe, l'épisode nous dépeint toutes les grandes qualités d'Archer avec son entourage. Insolent, misogyne, irrespectueux, immature, le portrait de l'homme idéal d'aujourd'hui. Et quand voudras-tu enfin me payer ce que tu me dois? Quand tu t'habilleras plus en pétasse. Je suis pas habillé en pétasse. On dirait la robe que portait ma grand-mère. Oui, il y a une bonne ambiance à l'Isis. Bon, Archer, ça commence à bien faire. Mais quoi, je comprends pas. Ça fait 3 plaintes pour harcèlement qu'on reçoit en 1 semaine. C'est n'importe quoi, on s'entend tous très bien. Regardez-moi, je suis adorable. Va chier, Archer. Vous pensez vraiment ce que vous dites? Tous mes collègues m'adorent. Chaque matin, je leur apporte des beignets, ils sont toujours contents. Ouais, c'est ça, va crever. J'irai crever quand t'arrêteras de siffler la colle, poufiasse. Mais enfin, on parle pas comme ça à ses collègues. C'est pas de ma faute s'ils sont tous nuls et cons. Et vous savez très bien que je dis la vérité. Parce qu'en plus, vous êtes pas trop mal dans votre domaine aussi. Hein. Alors dosez. Les bêtises d'Archer nous permettent de faire plus ample connaissance avec l'équipe de l'Isis. L'agente spéciale Lana, au caractère bien trempé, est la numéro 2 de l'agence aux côtés d'Archer. Elle possède d'énormes mains, parfaites pour se faire un collier. Quoi? Une ancienne écologiste activiste, et qui a volé le sperme d'Archer pour tomber enceinte lors de la saison 5. Mais j'invente rien, c'est dans la série. Cyril Figgis fait ensuite son apparition, le comptable de la boîte. Il est accro au sexe, trilingue, et devient le plus grand agent secret du monde pendant le coma d'Archer. Un des personnages ayant eu la plus grande évolution dans la série, passant de comptable peureux et premier degré à un agent de terrain à l'ego surdimensionné. Quoi? Et en plus, tu encules tes Du amis. respect. Nous sommes des collègues de Oui, travail. et justement. Il entretient une relation avec Lana, ce qui a l'air d'agacer légèrement Archer vu que Lana était son ex. Et voilà qu'on nous introduit Pam. Reformule, s'il te plaît. Et voilà qu'on nous présente Pam, la DRH de l'agence. Elle est une surdouée en combat et en conduite, allergique aux crevettes, et c'est sans doute la plus grande commère de toutes les œuvres audiovisuelles. Elle est au courant de tout à la seconde près. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle est trop forte. Depuis toujours, on a l'habitude de s'asseoir sur des fauteuils, mais mec, s'asseoir sur des vrais teuils. Il n'y a rien de mieux sur Terre. Ouais. Non, parce qu'un vrai teuil, c'est quand même plus agréable en termes de confort, d'esthétisme, de joie. Hein. Et pour finir, Carol Tuns. C'est Cheryl. Pardon, Cheryl. Non, c'est Carole. Quoi? Depuis quand? Depuis que j'en ai changé officiellement parce que vous m'appeliez toujours Carole. Wow. Bon merde, Cheryl Tuns, la secrétaire de Mallory que Archer a envoyé bouler. Elle est accro à la colle, au sexe et surtout au BDSM, et se révèle être l'héritière d'une grande famille, donc est incroyablement riche. Pourquoi elle bosse en tant que secrétaire si elle est riche à ce point? Parce que j'imagine que les riches doivent s'ennuyer avec tout l'argent qu'ils ont récolté, avec leur dur labeur. Un personnage que je trouve hilarant, et c'est bizarre parce qu'elle me fait penser aussi à la secrétaire dans Arrested Development. C'est la même actrice. Non mais putain, mais ils sont combien à avoir joué dans les deux séries? Ça doit être pour ça que j'aime bien Arrested Development. Mais oui, c'est trop cool! Évidemment, il y a d'autres personnages aussi bariolés les uns que les autres, comme Krieger ou Ray, qui prendront plus d'importance par la suite. En tout cas, on prend un malin plaisir à suivre les aventures et les lubies de cette équipe haute en couleur, avec tous les membres de l'agence qui ont l'air d'adorer Archer. Archer en moga? Évidemment. La dernière fois, il... Ouais. Non, mais enfin, c'est il y a 6 mois. Oui. La dernière fois, ça arrive. Il l'a poussé comme ça. Mais en même temps, elle est morte depuis 40 ans. Là, non, jamais en fait. C'était un peu bizarre, mais. Ouais, il a pas apporté de bonbons, il a tout mangé, il a rien donné. Après, ça passe. C'était quoi la question déjà? Juste après que Mallory se soit lustré le bureau, putain mais c'est quoi cette série? Elle engueule son fils qui fait n'importe quoi avec son compte en banque. Archer doit ainsi réguler ses opérations financières pour ne pas perdre son job, mais il ne se laisse pas démonter grâce à sa répartie légendaire. C'est moi qui t'ai largué, parce que ça fait 35 ans que tu trimbales derrière toi un cordon ombilical que t'arrives pas à couper. Ah ouais, toi tout ce qui t'intéresse c'est essayer de procréer, parce que t'as tes ovules qui te démangent. À mes yeux, la série a quelques similitudes avec Arrested Development et The Office, mais aussi, bizarrement, avec Kaamelott. En dehors de l'humour noir absurde et beauf, c'est surtout que quasiment tous les personnages se foutent sur la gueule en permanence. Et ce sont les disputes, les incompréhensions, l'antipathie et le manque de recul qui vont provoquer le rire. C'est vrai que c'est un humour assez cinglant et corrosif avec des personnages abrutis qui risquent de pas plaire à tout le monde. Mais le sens aiguisé des réparties, le montage, les dialogues aux petits oignons, ça peut que vous amuser. Sans compter sur des running gags à répétition comme celui-ci. Oh, quel con. Désolé. Je pensais pas que je t'ai touché, non? Problème ou quoi? Si je veux résumer, le premier épisode d'une série autour d'une agence d'espionnage aura pour sujet principal l'infiltration d'un agent dans ses propres locaux afin de pirater le système pour qu'il continue à abuser du système. On est très loin de Mission Impossible ou James Bond là. Oui, là c'est plus du
du niveau de Spy Kids. Ah, ça aussi, c'était pas... Ah putain, tu critiques pas, hein. Mais vu que c'est un agent secret, il doit opérer sous couverture. Il faut donc qu'il trouve une combine. J'ai besoin de votre aide, Pam, parce que je suis en train de traquer une taupe. Mais vu que personne ne le croit ou ne veut l'aider, enfin plutôt... les deux. Archer pénètre dans l'ISIS avec une facilité déconcertante, super l'agence. Et quand Archer passe à l'action, il est toujours bien habillé. Bon, Archer, il va falloir qu'on désactive la sécurité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer par les conduits d'aération. Et dès que c'est fait, tu me rejoins avec le grappin, d'accord? T'as pas écouté un mot de ce que j'ai dit en fait. Mais non, mais je me sens pas bien, on s'est préparé à la va-vite, et là j'ai appris ça très bien comme un plouc. Tu penses vraiment que c'est le moment? Oh putain! Mais je l'ai pas oublié en fait! Je vais pouvoir mettre le col roulé. Hey, bien fait pour ta gueule! Putain, mon col roulé à 900 balles! Cette entrée par effraction donne l'alerte et perturbe le mardinet de Cyril et Lana. Oui, c'est un jeu de mots. On constate que la relation entre les deux est assez mouvementée, mais surtout perturbée par Archer. Entre Lana qui, spoiler, est toujours amoureuse d'Archer et a du mal à passer outre, et Figgis qui le hait tout simplement. Pour résumer, Archer sème le chaos et le bordel partout où il va, et il s'en sort à chaque fois. Comme à la fin de l'épisode où en fait... Je suis la taupe, idiot. Quoi? Enfin, j'ai tout inventé. Oui, mais tu l'as dit à Pam, et depuis tout le monde s'est mis à la recherche d'une vraie taupe. Oh, qu'est-ce qu'elle est conne, celle-là. Cremshaw est en fait un agent infiltré. Il veut s'enfuir avec Archer en volant 50 000 $. Mais alors que Lana arrive pour sauver la situation, il se fout sur la gueule. Ce qui donne l'opportunité à Cremshaw de s'enfuir. Qu'il est con, putain, il peut pas la boucler pendant 2 secondes. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, c'est parce qu'il est con. Comme moi. Toute l'équipe se retrouve en pleine impasse mexicaine. Ce qui n'a aucun sens vu qu'Archer prend en otage Lana, face à Cremshaw qui prend Mallory en otage. Une technique secrète pour gagner du temps? Non. Non, c'est pas ça sa technique. Non mais dites-moi que je rêve! Il a une énorme érection! Quoi? Je crois que j'ai un problème, ouais. Sans blague. L'épisode se termine sur la mort de Cremshaw, le blanchiment d'Archer qui s'en sort quand même très bien, et sur la révélation que le KGB était derrière le coup monté. Mais surtout au téléphone avec Mallory tout à l'heure, pendant qu'elle se lustrait le bureau. Alors ce premier épisode est plutôt chouette, mais c'est pas ouf. Non, c'est juste que la série s'améliore au fur et à mesure. Ce premier épisode pose toutes les bases de la série et il le fait efficacement. J'irai pas jusqu'à dire qu'on peut avoir un The Office version espionnage, mais on n'est pas loin au vu de l'humour qui s'en dégage. L'esthétique est belle, l'animation laisse parfois un peu à désirer, mais quand on connaît le processus d'animation à base d'After Effects et Illustrator, ça apporte un petit charme à l'ensemble. Les comédiens en français sont parfaits, et même si le casting anglais ne démérite pas, je trouve qu'ils apportent plus de rythme et plus d'intention dans leur jeu. Là où la série se démarque, au-delà des dialogues, c'est par rapport au montage. Calibré à la perfection pour dynamiser les séquences, le montage joue beaucoup avec les techniques de G et L-Cut, afin que les dialogues et les séquences se répondent parfaitement. Ce sont des techniques de montage qui manipulent les pistes audio d'une séquence pour fluidifier sa lisibilité. Par exemple, un L-Cut, c'est quand la piste audio de base est gardée et que la séquence suivante superpose celle-ci, comme ici. Quoi? Et la J-Cut, c'est l'inverse, c'est quand la piste audio est gardée sur la séquence qui précède, comme ici. Et la série utilise parfaitement les J-Cuts pour que les deux séquences se répondent, alors qu'on n'a pas forcément de rapport sémantique entre elles. Ça dynamise de fou la narration et ça amplifie l'humour au vu de l'absurdité de la situation. Même si je dois me saigner aux 80 pour ça. Ne vous en faites pas, Rosie. C'est moi qui vais les saigner. Et comme je disais, la série s'améliore au fil des épisodes. Plus de rythme, des décors plus variés, une animation et une esthétique plus travaillée, et c'est vraiment amusant de voir ces personnages vivre ensemble et se sortir de situations par la bêtise ou par l'absurdité des choses. Le format n'est pas aussi sériel qu'il le laisse croire quand on voit les personnages s'approfondir et évoluer psychologiquement, sauf Archer, mais c'est là la force de la série. Ne jamais faire du surplace en proposant des situations nouvelles sans jamais tomber dans la redite, tout en n'oubliant pas des running gags toujours aussi drôles et bien placés. T'es quand même vachement gentil. Non mais attends, mais pourquoi t'aimes pas la série en fait? Mais parce que tous les personnages sont antipathiques et à force, bah ça s'essouffle. Je peux comprendre. Déjà, le fait qu'ils soient tous antipathiques, c'est pas forcément un mal. Ça fait partie de la comédie, et ça permet d'exacerber tout l'humour ultra borderline de la série. Car oui, ces personnages n'existeraient jamais en dehors de la série, tellement les réflexions limite racistes ou homophobes pleuvent. Presque tous les personnages sont odieux, ce qui permet de créer un décalage et de jamais s'identifier à eux, ou de ressentir une certaine empathie quand ils possèdent un semblant d'humanité. Dans tous les cas, jamais ces personnages pourraient exister dans la vraie vie. Personne ne sort autant d'atrocités sans se faire réprimander.
Effectivement, si on n'est pas réceptif à cet humour corrosif, ça peut très vite être saoulant, quand on voit que l'évolution des personnages existe mais est trop lente, et que parfois l'humour est vraiment très limite. Et je pense que la série a voulu justement éviter de tomber dans cette lassitude, en proposant des virages radicaux dans la série, à partir de la saison 5. Sauf que pour le coup, j'ai trouvé ce virage un peu trop prononcé. Et au lieu d'entreprendre ces changements de manière progressive, la série se transforme en anthologie, gardant les mêmes personnages, mais dans des univers et contextes différents. J'avoue que j'ai eu du mal à suivre, car j'adorais voir les tribulations de ces personnages au sein de l'ISIS. J'étais bien installé dans une zone de confort, et la série est venue contrecarrer ça. De base, j'aurais acclamé ce genre de choix, pour apporter un nouveau point de vue. Mais là, étrangement, ça m'a sorti de la série. Le virage était trop majeur, alors que pourtant la série n'était pas moins bonne. Vous connaissez l'expression Jumping the Shark? Non, je parle pas espagnol. L'expression aurait été créée par John Hine qui revenait sur la série Happy Days. Lors d'un épisode de la saison 5, Fonzie fait du ski nautique et saute par-dessus un requin. Une décision prise par les scénaristes qui voulaient remettre la série en avant. Sauf que John Hine estime que c'est à partir d'ici que la série a baissé en qualité, alors qu'elle a continué. En gros, l'expression désigne un épisode pivot d'une série montrant le début d'une certaine déchéance. Et si je crois à Wikipédia Prout, il y a plusieurs facteurs pour Jumping the Shark, comme par exemple un changement d'acteur, la mort d'un personnage, deux héros s'avouant leur amour, un changement de personnalité, des scénarios qui baissent en qualité, un changement de ton ou le retour d'un personnage. Prenons un exemple avec une des séries les plus longues et populaires, Les Simpsons. Plusieurs épisodes ont été pointés du doigt qui s'apparentaient à ce Jumping Shark. Des histoires beaucoup trop incohérentes, l'accumulation de célébrités ou la disparition de personnages. Mais personnellement, j'en retiens deux. Le principal est l'épisode 2 de la saison 9. On découvre que le principal Skinner est un imposteur et qu'il a pris la place du vrai Skinner, croyant qu'il était mort pendant la guerre. L'épisode n'est pas mauvais et permet d'explorer le passé de Skinner et d'approfondir le personnage d'Agnès, mais cette révélation qui sort de nulle part est totalement invraisemblable. Surtout qu'à la fin, les scénaristes font comme si rien ne s'était passé. Donc un épisode qui sert pas à grand chose. Vous imaginez les scénaristes dans la salle d'écriture? Ok, saison 9, épisode 2, on laisse la famille Simpson de côté, on l'a assez vu, on a eu 9 saisons avant. Non, là, on se concentre sur Skinner. Skinner, en fait, c'est pas du tout Skinner! Non, le vrai Skinner, il a fait la guerre, puis il est parti, alors lui, il a pris sa place. Et donc là, il y a des péripéties, Skinner, il veut retrouver sa vie, l'autre, non. Ensuite, il y a Homer, il arrive, il essaye d'aider, il y arrive pas parce qu'il est con comme une brique! C'est bien? Après, l'épisode contient une de mes répliques préférées. Et personne ne devra plus y faire allusion, sous peine de subir la torture. Le deuxième épisode est tout aussi spécial et a pourtant été acclamé par le public et la critique. L'ennemi d'Homer est l'épisode 23 de la saison 8. Le pitch est simple. Il se passerait quoi si un personnage dit réaliste était confronté à Homer? Frank Grimes réalise que Homer est une fraude, qui a tout réussi et va tout faire pour le faire chuter. Sauf que Homer, c'est Homer. Donc Frank n'y arrive pas, pique une crise et meurt. Ma foi, je n'ai pas besoin de gants de sécurité, puisque je suis Homer. Cette mort brutale, ce changement de ton et ce détachement d'Homer à la fin, pour rien vous cacher, c'est assez perturbant. Même si la série est revenue à de l'humour parodique et absurde, comme elle sait bien faire, cet épisode est une petite anomalie, qui nous met en pleine gueule la réalité. Là encore, le scénariste, je sais pas ce qu'il a cherché. Non mais de toute façon, les gens doivent se rendre compte que Homer, c'est une arnaque. Comme ma vie, en fait. La vie, c'est de la merde. Non mais là, faut qu'on change l'équipe des scénaristes. Oui, Golden Buzzer, je vote pour vous, et pour vous, et pour vous. Ah, c'est bon. Attends que j'en suis chef. C'est trop lourd, j'y arrive pas. Pour revenir à Archer, pour moi, il y a deux épisodes qui peuvent symboliser ce changement. Le premier, c'est l'épisode 1 de la saison 5, quand Lizzie se fait démanteler. En soi, rien de grave, au contraire. Ça permet de relancer la série qui commençait à faire du surplace. Mais cet épisode signe la fin d'un running gag qui me faisait toujours rire. La mort de Bretz. Bordel de merde, j'entends. Il se prenait toujours une balle perdue, et là, il en meurt. Pour la première fois. Et j'avoue qu'inconsciemment, ça m'a fait quelque chose. Ouais, enfin, ça restait un personnage secondaire. Peut-être, mais pour moi, c'est important. C'est comme si je te disais que dans Fleabag, t'as Olivia Colman qui meurt. Eh ben, ce serait bien fait pour sa gueule. Mauvais exemple. Et l'autre épisode, c'est la fin de la saison 7. Déjà, la saison était pas folle, à coup de triangle amoureux entre Veronica, Lana et Archer. Mais le final de la saison 7 et le début de la saison 8 marquent le coup, entre l'enterrement du majordome d'Archer, Woodhouse, et le coma d'Archer laissé pour mort avec un cliffhanger de bâtard lors de la saison 7. La prise de risque est folle, et franchement, immense respect d'avoir mis ça à l'écran. Mais c'était pas un petit peu trop? Car après, on part sur 3 saisons entières dans le coma d'Archer, qui s'invente des univers et des nouvelles intrigues, sans que ça fasse vraiment avancer l'intrigue principale. Et après, on repart sur 3 saisons à l'ISIS qui reprend les mêmes bases que le début, mais à force j'ai lâché. Le principe même d'une série, c'est de pas mourir. Mais je pense qu'elle doit éviter aussi la saison de trop, pour pas finir en queue de poisson, et pas laisser le public sur le côté. Chacun possède son propre rapport à sa série favorite. Quand une série vit aussi longtemps, les attentes des spectateurs évoluent ou deviennent démesurées.
Pendant que certaines personnes veulent juste profiter de la vibe, certaines ont envie de changement. C'est impossible de pouvoir contenter tout le monde, et des décisions doivent être prises pour que la série puisse perdurer, de la meilleure des manières. Et ces décisions sont prises par un prisme artistique, mais également humain. Des showrunners abandonnent le navire, des producteurs prennent le contrôle, des acteurs ou des actrices s'en vont. Mais dans tous les cas, il faut éviter un maximum que la série possède sa saison de trop. On se souvient tous des finales de Lost ou de Game of Thrones qui ont suscité des réactions hors normes. Mais c'est également ça la force des séries, susciter autant d'émotions sur le long terme, qu'elles soient vives, bouleversantes ou juste réconfortantes. Autant vous dire que ça a été très compliqué de dire au revoir à Mr. Robots ou à How I Met Your Mother, mais voilà, il faut accepter qu'une série puisse se terminer, ou change aussi, car parfois c'est pour son bien. Et même si j'ai pas réussi à finir Archer, il faut se dire que les scénaristes ont voulu perdurer ces aventures, pour le bien de ses spectateurs aguerris. Pour le pognon aussi. Casse pas le groove là. Évidemment qu'une série ne peut pas être à son prime sur plusieurs années, mais Adam Reed, le créateur de la série, a essayé d'insuffler un nouveau souffle à sa série, et de ce que j'ai compris, les 3 saisons d'Archer dans le coma furent les dernières qu'il a écrites. Un dernier atout pour essayer de faire survivre sa série favorite, et ne pas laisser se faire bouffer par le système. J'aurais aimé que tous ces changements se fassent de manière progressive pour mieux les accepter. Peut-être aussi que le style parodique, subversif et absurde de la série a ses limites. Et vous pourriez me dire aussi que tu peux juste sauter les 3 saisons du coma pour passer à la suite sans que ça t'empêche d'apprécier. Bah non. C'est comme les gens qui disent « Non mais vraiment, c'est la meilleure série du monde. Bon, c'est sûr que la saison 1 et 2, elles sont un peu lentes, tu peux les passer rapidement, mais franchement, c'est la meilleure série. » Si les 2 premières saisons sont pas terribles, c'est pas la meilleure série du monde. Mais si, tu comprends pas, c'est fait exprès, parce qu'ils veulent poser l'ambiance, ils veulent prendre leur temps pour poser les enjeux. Donc c'est sûr, ça prend beaucoup trop son temps, donc tu peux passer ça, tu fais ça en 1,5 à la limite. Mais franchement, c'est trop bien. Bah je suis désolé, mais moi j'ai besoin qu'une série m'accroche dès le début, et sur toutes ses saisons pour l'apprécier totalement. La série parfaite n'existe pas. Mais squeezer des saisons entières, c'est presque manquer de respect aux créateurs. Et même si ces 3-4 saisons d'Archer ne me plaisent pas, elles ne sont pas gratuites, ou juste là pour faire du remplissage. Il y a un vrai propos derrière et je pense qu'un jour, j'arriverai à surmonter mes préjugés. Car Archer, c'est une petite pépite qui a su se détacher des autres séries pour adultes actuelles, qui deviennent presque des caricatures entre elles. Si la question vous intéresse, partagez votre avis dans les commentaires pour qu'on puisse en débattre. Sinon, j'ai sorti une vidéo sur une œuvre que j'ai vraiment finie, Velocity of Z, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Est-ce que ça t'a convaincu de continuer? Absolument pas. Super! Attends quoi? Je vous dis à très vite et n'oubliez pas d'aimer les œuvres que vous aimez. Ciao!